Bonjour à tous, bienvenue dans le Media Center des services à la personne et de l'emploi à domicile. Vous savez que nous sommes en partenariat avec la CNAV. Des interviews à suivre sur notre site internet salon-service au pluriel-personne.com et bien sûr sur nos réseaux sociaux. J'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir en visioconférence. J'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir en visioconférence évidemment Brice Alzon qui est vice-président de la FESP. Bonjour Brice. Bonjour. Alors FESP, il faut expliquer l'acronyme quand même. Bien sûr, FESP, c'est la Fédération des entreprises de services à la personne. D'accord. Nous sommes la fédération historique qui regroupons tous les types de métiers et sur tout type de mode mandataire, prestataire, enfin voilà. D'accord. Sans faire de provocation, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fédérations et que avancer en ordre peut-être dispersé, ça donne que on attend toujours la loi grand âge. Est-ce que c'est peut-être une des raisons? Non, on ne sait pas. Alors, non, il y a dans les fédérations, enfin moi je pense pas, au contraire, il y a effectivement du fait qu'on ait plusieurs types de métiers et plusieurs types par exemple, il y a de l'associatif, il y a du Ouais. particulier employeur et il y a de l'entreprise. Moi, je trouve ça normal que les associations se fédèrent. Alors effectivement, il y a plusieurs fédérations aujourd'hui, mais dans les services à la personne. Mais au contraire, je pense que c'est plutôt une force parce qu'aujourd'hui, nous avons aussi bien de l'associatif du particulier employeur et de l'entreprise. Mhm. Et je trouve ça normal que chacun des modes soit représenté. Et je pense que même au sein de l'entreprise, on a effectivement mais des fédérations liées spécifiquement sur le côté plutôt médical, plutôt EHPAD, et d'autres plutôt axées vraiment sur l'entreprise de service à la personne. Et je pense Mhm. que dans ce salon, au contraire, on a bien vu euh, la multiplicité mais des acteurs donne vraiment une d'autres visions et enrichit au contraire ce secteur qui est très très riche. Finalement, c'est une force, je comprends bien. Alors, vu de l'extérieur, on ne comprend pas forcément toujours bien pour Madame Michu, et je peux être Madame Michu sans aucun problème. Qu'est-ce que ça veut Ouais. dire la cinquième branche de la sécurité sociale? Alors en fait, historiquement, la sécurité sociale était découpée en, en quatre branches historiques. Et le but, c'est avec tout ce qui s'est passé actuellement, on voit bien qu'il y a un besoin de spécifier, de professionnaliser Mhm. une nouvelle branche qui sera vraiment dédiée beaucoup plus, mais à la personne au domicile, beaucoup plus à toute cette branche liée à la personne âgée, Mhm. parce qu'on sait très bien que là, dans les 20-30 prochaines années, une personne sur trois sera une personne qui aura plus de 65 ans Mhm. et qu'on a un réel besoin de focaliser l'argent public et les actions des publics sur cette branche spécifique aux seniors. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va changer concrètement? Est-ce que ça va changer des choses? J'imagine que oui. Alors, le but seront vraiment d'avoir des acteurs qui seront mieux spécialisés. Nous, on a bien vu que depuis de nombreuses années à la FESP, on est en faveur d'une politique en faveur de la dépendance Mhm. et des pratiques donc homogènes sur l'ensemble du territoire. Et la loi SV en 2015 a été un premier pas, mais c'est vrai, mais n'a pas résolu toute l'hétérogénéité des pratiques qui est constatée en fait au sein des départements. Et justement, cette cinquième branche va symboliser la création d'un dispositif attitré sur la dépendance et le handicap. D'accord. Et pour les entreprises, concrètement, qui sont dans ce secteur-là, ça va changer des choses, ça va leur permettre d'aller peut-être plus vite, plus loin. Alors là, actuellement, c'est la grande question et aussi notre inquiétude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, Fédération des services à la personne, on se, on- notre inquiétude est d'être sûr qu'on sera bien entendu au même titre que d'autres acteurs qui pourraient peser plus sur la dépendance. On s'en est bien rendu compte en ce moment sur ce qui se passe dans notre période des Covid, où par exemple les intervenantes des EHPAD ont eu des déprimes
Et nous, intervenantes du maintien à domicile, elles ont eu l'impression qu'elles ont été mises sur le carreau. Ouais. Nous ne voudrions pas que notre secteur des intervenantes à domicile dans les services à la personne sur cette cinquième branche soit écarté pour des raisons X, Y. Donc oui, là, on a un vrai combat à mener, enfin un combat, pas un combat, mais on a une mise en garde pour être sûr que les bonnes cases soient aux bons endroits lorsque la cinquième branche sera mise en place. C'est très important. J'imagine, vous parliez des personnes justement qui font ce travail-là. Je suppose qu'il y a, et c'est l'un des objets de la loi Grand Âge et Autonomie, j'imagine, cette revalorisation en fait de ces métiers-là, mieux les payer, mais que ça coûte pas forcément plus cher forcément à celui qui va l'utiliser, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. C'est le grand Nous, en combat. fait, ouais, exactement. Nous, en fait, à la FESP, donc, on a identifié 6 points dont j'avais rapidement parlé au salon des TT de service à la personne. Mhm. Très rapidement, On peut les rappeler, oui. oui, bien sûr, il y a un point sur la donc, gouvernance. On pense que, mais le pilotage de la cinquième branche, il faut assurer une donc gouvernance, CNSA et département. Oui. Euh, enfin, on voit bien que les départements font un travail formidable en ce moment sur notre partie avec telle autorisation, mais on aimerait quand même que certains critères d'autorisation, d'égalité entre les acteurs, les déterminations des politiques tarifaires, etc., soient volontairement coordonnés avec le CNSA plus que les ARS aujourd'hui. Voilà. Le deuxième point, c'est la prise en charge des bénéficiaires. Nous, à la FESP, on milite pour l'instauration d'un socle de référence APA PCH pour que les bénéficiaires puissent choisir librement l'acteur de leur choix. Voilà. Euh, Troisième point, c'est la tarification. C'est permettre une tarification spécifique via les CEPOM ou habilitation et dont les critères de candidature seraient eux aussi exclusivement sur des critères qualitatifs et non des critères subjectifs qu'on a pu voir dans certains départements, le volume d'heures, l'ancienneté de l'association ou de l'entreprise par rapport à une autre. Voilà. Autre point, c'est l'autorisation des acteurs. Ça, c'est très important pour nous. C'est vraiment conditionner l'accès de l'autorisation et de son renouvellement sur des critères aussi qualitatifs euh, qui nous semble vraiment un point indispensable aujourd'hui, parce qu'on a des réseaux qui nous remontent qui n'arrivent pas à intégrer de nouvelles structures dans des départements. Mhm. Enfin, un point très important, c'est la valorisation et l'attractivité de nos métiers Bien sûr. via l'apprentissage, via des actions auprès des jeunes et les revalorisations des salaires. Voilà un peu les éléments clés sur lesquels on avance actuellement sur cette mise en route de cette loi grand âge. Et on croise les doigts, évidemment. 2019, on parle d'un secteur en pleine expansion. 2020, je suppose qu'il y a eu pas un coup d'arrêt, mais en tout cas un petit coup de frein. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour 2021? Ça repart ou ça repart différemment, autrement? Alors, il y a eu, c'est vrai, mais des coups de frein dans certains de nos métiers. Dans les métiers du confort, évidemment, on a vu un arrêt net sur les métiers Bien sûr. du jardinage, du ménage. Heureusement, il y a eu des aménagements qui ont permis de sauver certains métiers en supprimant de façon temporaire la sacro-sainte loi du domicile pour l'aide administrative, pour l'assistance informatique et pour le soutien scolaire, ce qui a été Mhm. très bénéfique. Et à l'inverse, il y a eu des métiers qui ont décollé plus, comme par exemple la livraison de repas à domicile pour Bien sûr. les personnes âgées, puisque de façon juste et légitime, la famille s'est détachée du domicile du senior pour le protéger et ont donné le relais à nos entreprises. Et donc, on est intervenu plus au domicile du bénéficiaire sur la partie personnes âgées. Voilà. Est-ce que vous conseillez à des futurs entrepreneurs de se lancer malgré tout dans ce secteur-là? Est-ce qu'il y a encore de la place?
Pourquoi malgré tout? Malgré tout, parce que c'est pas si facile, parce que on le voit là, Ouais, non. comme je disais, Ouais. avec la crise sanitaire qu'on vient de vivre, les mentalités vont peut-être changer, peut-être que des familles se sont dites, ah bah tiens, c'est vrai qu'on a nos anciens qui sont encore en vie, il faudrait peut-être s'en occuper un peu plus, donc peut-être qu'ils prennent le relais aussi deviennent eux des aidants alors qu'il pourrait y avoir des emplois. Enfin voilà, c'est tout ça que je... Moi, je dis vraiment à toute personne qui a envie de donner un sens à sa vie, qui a envie de retrouver un certain humanisme qu'il a perdu en étant salarié dans son entreprise. Oui, entreprenez dans les services à la personne. C'est un métier difficile parce qu'on est sur de l'humain des deux côtés, Ouais, les j'allais dire, bénéficiaires, les clients bénéficiaires et les intervenantes. c'est sûr. Et donc, mais malgré ça, entre guillemets, enfin, cette richesse plutôt liée à l'humain fait qu'on a une liberté entrepreneuriale qui est unique dans ce secteur et qui en fait sincèrement l'un des plus beaux métiers entrepreneuriaux, réellement. Et au contraire, moi je dis à toutes ces personnes qui aujourd'hui peuvent souffrir en entreprise, qui se posent des questions parce qu'ils sont cinquantenaires, parce que dans certaines entreprises, il y a des plans de licenciement qu'on envoie tout le temps dans la presse en ce moment. Au Mm. contraire, intéressez-vous à notre secteur, qui est un secteur extrêmement riche, un secteur en plein développement. Je ne connais pas d'autres Oui, c'est vrai. secteurs en France où la problématique, elle n'est pas de trouver du client ou des bénéficiaires, elle est de pouvoir recruter et valoriser des intervenantes qualifiées. Mais c'est merveilleux. Donc, au contraire, il faut y aller. Mais ça veut dire formation quand même, hein, tout ça, bien entendu, ça Alors, vient pas oui, tout oui, bien seul. sûr. Moi, au sein de mon entreprise et mon énergie au sein de la FESP est clairement pour trouver des moyens de valoriser des centres de formation. Moi, je milite très clairement Mm. de la même manière qu'il y a 20 ans. Vous savez, il y a eu un grand plan sur la restauration Oui, où on a ouvert de façon massive des centres de formation. Il faut aujourd'hui que le gouvernement fasse une priorité nos métiers du service à la personne. Nous sommes déjà depuis de nombreuses années les premiers recruteurs en termes d'emploi net créés en France. Ce sont les services à la personne. je comprends. Et donc, on peut aller beaucoup plus loin. On est capable, s'il y avait aujourd'hui en France ces centres de formation pour former les intervenantes dont on a besoin, de créer non pas des milliers d'emplois, non pas des dizaines de milliers d'emplois, mais des centaines de milliers d'emplois, Je, réellement. je Donc, comprends. il faut y aller et il faut ouvrir ces centres de formation en région de façon massive. Si j'osais une analogie, au moment de la ruée vers l'or, ceux qui ont vraiment gagné de l'argent, c'est ceux qui vendaient les pioches. Est-ce que c'est pas plutôt justement dans la formation qu'il faut se lancer et créer des centres de formation privés? Ah ben, toutes les personnes qui nous entendent, si elles sont prêtes effectivement à ouvrir des centres de formation, mais allez-y. Mm. Il faut réellement aussi que cette action de ces centres de formation soit accompagnée en parallèle par une réelle valorisation de ces métiers. Et ça doit passer par des campagnes de communication Bien sûr. plutôt du gouvernement en expliquant euh, nos métiers et en expliquant pourquoi nos métiers sont nobles. Moi, je suis encore surpris aujourd'hui, après de nombreuses années, de devoir faire le parallèle de mes métiers avec le film Intouchable Oui, bien sûr. et de montrer à quel point ce métier est beau quand on prend une personne, quand on la soulève, quand on lui fait des exercices, quand on la lave, etc. Et je pense qu'il faudrait aujourd'hui, en 2020 et dans quelques jours en 2021, passer sur d'autres des communications et de façon plus massive, très clairement. Effectivement, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Aubry Salzon. On sent que vous avez la foi et c'est très Merci important. Richard, Fin tout de à cette fait. émission, édition 2020. Retrouvez l'ensemble des émissions sur salon-service au pluriel-personne.com. On se retrouve donc dans quelques instants avec un nouvel invité.